L'odeur acide d'un expresso froid flottait au-dessus de l'îlot en marbre de Carrare. L'appartement haussmannien, avec ses hauts plafonds ornés de moulures immaculées et ses immenses fenêtres donnant sur l'avenue Montaigne, semblait avoir soudainement rétréci. L'air y manquait. Sur le comptoir, à côté de la tasse abandonnée, reposait un dossier à couverture noire. Camille glissa lentement l'index sur la tranche des documents. Le contact du papier glacé des statuts de la société civile immobilière était froid, net, tranchant. Les clauses défilaient sous ses yeux. Des paragraphes denses, rédigés avec une précision chirurgicale par le cabinet d'avocats d'Antoine. Les parts majoritaires, les droits de succession révoqués, les cessions d'actifs unilatérales, la bastide de son grand-père, ce domaine de pierres sèches, au cœur du Luberon, n'était plus à elle. Antoine l'avait phagocytée, diluée dans une arborescence de holding complexe dont il gardait le contrôle absolu. Elle n'était plus la propriétaire de son passé, ni de sa terre. Elle avait été déclassée. Elle n'était plus qu'un usufruit mineur, une ligne comptable amortissable dans le vaste portefeuille foncier de son mari. À quelques centimètres du dossier, l'écran de la tablette personnelle d'Antoine s'alluma silencieusement. Une notification d'agenda partagé, mal paramétrée. Une suite au Lutetia réservée pour le jeudi soir. Le nom d'une femme accompagnait la confirmation. Le troisième nom différent ce trimestre. L'information ne déclencha aucun spasme dans la poitrine de Camille. Aucune larme ne vint brouiller sa vision. L'infidélité charnelle n'était qu'une variable subsidiaire dans l'équation de son effacement total. Une simple donnée factuelle qui confirmait la méthode d'Antoine. Il consommait les corps comme il annexait les cadastres. Le silence de l'appartement bourdonnait contre ses tympans. Camille posa les feuilles. Le papier crissa légèrement sur la pierre froide du plan de travail. Ses poumons fonctionnaient au ralenti. Il n'aspirait que le strict nécessaire pour maintenir son cerveau irrigué. La cage dorée refermait ses barreaux invisibles. Elle se détourna du comptoir et traversa le double salon. L'écho de ses pas sur le parquet en point de Hongrie résonnait comme un métronome déréglé. 1, 2, 1, 2. Chaque craquement sec du bois ancien mesurait la distance qui la séparait encore de la sortie. Dans la chambre de maître, elle ouvrit un sac de voyage en cuir sombre. Elle n'y mit que l'essentiel, des vêtements neutres, ses papiers d'identité originaux, le double des clés de sa propre voiture, le seul bien échappant encore au périmètre de la SCI. Ces gestes d'une fluidité mécanique trahissaient une déconnexion profonde. La sidération avait totalement anesthésié la panique. Elle agissait avec la rigueur d'un huissier procédant à un inventaire avant saisie. Elle repassa par la cuisine, prit le dossier noir, l'enroula avec soin et le glissa au fond de son sac. Elle atteignit l'entrée. Sa main se posa sur la poignée profilée. Le lourd cylindre de la serrure de sécurité s'enclencha en 2 temps. Le bruit sourd et mat de la porte blindée, en se refermant définitivement sur l'opulence silencieuse des lieux, marqua la fin de l'oxygène raréfié. Dans la pénombre de la cage d'escalier, l'air était soudain plus respirable. Camille descendit vers la rue, sans se retourner. 700 kilomètres furent avalés dans une transe d'asphalte et de péages automatiques. Le silence de l'habitacle n'était troublé que par le bourdonnement régulier du moteur. Lorsqu'elle quitta l'autoroute pour s'enfoncer dans les routes sinueuses du Vaucluse, la lumière du sud ne l'accueillit pas, elle la frappa. Un soleil aveuglant, d'une blancheur agressive et verticale, écrasait les collines.
Camille égara le véhicule en contrebas du chemin de terre, là où les restanques cachaient encore la façade principale de la propriété. En ouvrant la portière, la chaleur la saisit. Le parfum chaud de la garrigue et l'essence poivrée du thym sauvage écrasé sous les pneus montèrent vers elle. Mais cette respiration familière fut instantanément corrompue. Une odeur écœurante, lourde et industrielle saturait l'air, celle du gasoil imbrûlé. Elle avança à pied, gravissant le dernier talus. Arrivée au sommet de la crête, ses pas s'arrêtèrent net. Un long arrêt sur image s'imposa. En contrebas, la Bastide de son enfance n'était plus un sanctuaire. C'était une carcasse éventrée. Le chantier du complexe hôtelier avait déjà commencé. Le silence de son observation vola en éclats. Le hurlement strident d'une meuleuse découpant la vieille pierre déchira l'air, suivi du fracas mécanique d'une pelleteuse jaune vif, obscène au milieu des chênes truffiers. À chaque coup de godet qui arrachait la façade ouest, une nuée de poussière blanche, un calcaire sec et volatile, s'élevait dans l'atmosphère. Le nuage minéral dériva jusqu'à elle. La poudre de pierre se déposa sur ses lèvres et assécha sa gorge avec la brutalité d'une éponge. Elle déglutit difficilement. Le goût de sa propre terre, profané et broyé, tapissait son palais. Les sous-traitants d'Antoine opéraient avec une efficacité chirurgicale. C'était le viol planifié de son lignage, l'effacement de sa mémoire, exécuté sous contrat. Elle regarda l'énorme bras articulé de la machine s'abattre sur l'aile sud. Un mur porteur s'effondra dans un grondement sourd, soulevant une nouvelle vague de gravats. La pierre de taille, immobile depuis 3 siècles, cédait sous l'acier hydraulique. En observant les moellons s'écraser au sol, une bascule silencieuse s'opéra dans l'esprit de Camille. Les barrières de sa propre soumission, patiemment cimentées par les humiliations discrètes et l'emprise d'Antoine, venaient de s'écrouler avec ce mur. Il n'y eut aucun sanglot. La sidération de l'appartement parisien s'évapora dans la chaleur suffocante du Luberon, laissant place à un vide absolu, instantanément comblé par une rage d'une pureté inédite, une rage glaciale, géométrique. Elle ne ressentit ni le besoin de courir vers les ouvriers, ni l'envie de crier pour stopper le massacre. Les bras le long du corps, le regard fixe sur les chenilles qui écrasaient la cour intérieure, elle intégra la donnée. Antoine n'était plus un mari qui l'avait trompé ou spolié. Il était une anomalie dans son système, un parasite sur ses terres. Et cette structure hostile devait être méthodiquement démolie jusqu'aux fondations. À la nuit tombée, la poussière blanche du chantier avait cédé la place à l'humidité iodée et poisseuse du vieux port. L'air nocturne marseillais était lourd, saturé d'effluves de sel, de mazout et d'asphalte encore chaud. Le repaire de Luc se nichait au 3e étage d'un immeuble aux façades lépreuses, dans une ruelle en retrait de la corniche. L'ancien journaliste d'investigation, reconverti dans la cybersécurité, ne l'accueillit par aucune étreinte. Il la jaugea depuis l'embrasure de la porte, exhalant un long nuage âcre tiré d'une cigarette électronique à la menthe. Dans le salon, plongé dans une pénombre que seule balayait la lueur des écrans de veille, il posa un verre rayé sur une table basse métallique. Le liquide jaunâtre y flottait, trouble et sans glaçon. Camille en prit une gorgée. Le goût amer, presque anesthésiant, d'un pastis trop concentré lui râpa la gorge. Elle déposa les statuts de la SCI et son téléphone affichant les photos du domaine éventré à côté du verre. « Tu veux que je le détruise ?» lâcha Luc en parcourant les documents d'un œil las. « Je veux que tu me donnes accès à l'envers du décor. Ses comptes,
ses montages, ses failles. Je ne suis pas ton chevalier blanc, Camille. C'est fini le journalisme. Je vends du blindage numérique maintenant. T'aider à couler un promoteur parisien, ça ne rentre pas dans mon modèle économique. Le refus tomba avec la netteté d'un couperet. Luc l'observait fixement à travers la vapeur mentholée, guettant la fissure, la lèvre qui tremble ou la supplique. C'était un test. La Camille d'hier aurait baissé les yeux, cherchant un sauveur de substitution pour pallier la trahison du mari. Mais la femme assise sur le canapé de cuir élimé soutint son regard. Ses traits restèrent figés, d'une aridité absolue. Elle ressentit la morsure aiguë de l'isolement total, la douleur de l'autonomie véritable, immédiatement supplantée par l'ivresse froide de ne plus dépendre de personne. « Je ne te demande pas de faire le travail à ma place, » répondit-elle d'une voix monocorde, vidée de toute inflexion. « Je te demande de m'équiper et de m'apprendre comment on cherche. Le reste, c'est mon affaire. » Luc écrasa l'embout de plastique de sa vapoteuse entre ses dents. Un rictus cynique étira la commissure de ses lèvres. Il pivota vers un amoncellement de matériel informatique, en extirpa un ordinateur portable noir, massif, aux arêtes usées, et le posa brutalement sur la table. « OSINT » cracha-t-il. « Open Source Intelligence » le renseignement en sources ouvertes. Rien d'illégal au sens strict, juste l'exploitation systématique des traces que les prédateurs arrogants laissent derrière eux. Registre de commerce étranger, croisement d'adresses IP, historique de domaine, bilan comptable de société écran. Si tu veux jouer à ça, tu vas devoir cesser de penser comme une épouse trahie et commencer à raisonner comme un algorithme. Il s'assit à côté d'elle. Le cliquetis incessant et sec de son clavier mécanique déchira le silence poisseux de la pièce. Chaque frappe résonnait comme un percuteur. Luc ne ménageait rien, n'expliquait jamais deux fois. Les commandes s'enchaînaient sur l'écran mat, des lignes de requêtes complexes remplaçant le monde tangible. Il lui montra les réseaux virtuels privés, les bases de données offshore, l'art de tirer le fil d'un numéro d'immatriculation d'entreprise jusqu'au Luxembourg ou au Delaware. C'était un apprentissage martial, sans concession ni pitié familiale. Camille absorbait la méthode, les yeux fixés sur le curseur clignotant, muant silencieusement, transformant les ruines de sa vie en un implacable protocole de traque. L'isolement d'un modeste Airbnb loué sous un faux nom près de la gare Saint-Charles devint son nouveau huis clos. Les persiennes en plastique restaient baissées, ignorant le cycle naturel du soleil. À 4 heures du matin, la lueur bleutée de l'écran plat sculptait des ombres dures sur le visage de Camille, creusant ses cernes jusqu'à l'os. Une raideur douloureuse, semblable à un câble d'acier tendu à l'extrême, lui enserrait les cervicales. Elle l'ignorait. L'odeur de renfermé de la petite pièce se mêlait aux effluves acres d'un café lyophilisé bon marché dont le dépôt séchait au fond d'un mug ébréché. Sous ses doigts, le froissement sec des vieux tickets de caisse, des relevés de comptes exhumés et des statuts juridiques imprimés rythmait le silence pesant. Camille décortiquait l'empire d'Antoine. Ce n'était plus un mari, ce n'était plus un homme. C'était une arborescence de flux financiers, une suite de numéros sirettes, de bilans comptables et de procès-verbaux d'assemblée générale. La peur s'était évaporée, dissoute dans la froideur mathématique des colonnes de chiffres. Un goût métallique, cuivré, envahissait sa langue, la saveur d'un stress organique muté en une concentration absolue. Le vocabulaire de sa pensée s'était durci,
calquée sur la mécanique de sa cible. Elle traquait les anomalies avec la précision d'un greffier. Facturation intragroupe, convention de trésorerie asymétrique, prestation de services immatériels, le montage de la SCI qui lui arrachait la Bastide n'était qu'un brouillon, une vulgaire note de bas de page dans une architecture prédatrice beaucoup plus vaste. L'algorithme mental de Camille s'accéléra. Le curseur de la souris balaya une série de virements massifs et récurrents, justifiés par d'obscurs honoraires de conseil. La destination finale apparut au terme de 3 heures de requêtes croisées, une cascade de sociétés écrans domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg. En utilisant les scripts d'extraction de Luc pour forcer les registres des bénéficiaires effectifs, elle brisa la dernière cloison de verre. La holding luxembourgeoise masquait un compte de fiducie dont Antoine était l'unique signataire. Mais l'origine des fonds aspirés la figea un instant. L'argent ne provenait pas des opérations immobilières de son mari, il était drainé, mois après mois, depuis les filiales de BTP appartenant au conglomérat d'Édouard, le père d'Antoine. Édouard, le patriarche, un monarque impitoyable de la vieille bourgeoisie d'affaires parisienne, un homme de l'ombre qui n'avait jamais toléré la moindre faille ni la moindre insubordination. Antoine ne se contentait pas de tromper sa femme, il siphonnait méthodiquement les capitaux de son propre père. Camille s'adossa à la chaise en formica. Le grincement aigu du dossier résonna dans la pièce exiguë. Chaque flux frauduleux démasqué écaillait le mythe d'invincibilité de son bourreau, le réduisant à l'état de voleur misérable, dissimulé sous des costumes sur mesure. Un frisson froid, dénué de toute morale, parcourut sa colonne vertébrale. Elle téléchargea les relevés, copia les identifiants bancaires offshore, exporta les liasses fiscales. Des gigaoctets de preuves irréfutables s'accumulèrent sur une clé USB cryptée. La vulnérabilité des jours passés n'était plus qu'un concept abstrait. En classant méticuleusement les dossiers dans des répertoires numériques, elle ne préparait pas un divorce. Elle rédigeait un arrêt de mort. La transition fut aussi brutale que le passage d'une dimension à une autre. L'hôtel particulier du 8e arrondissement dressait sa façade altière derrière de lourdes grilles en fer forgé. À l'intérieur du bureau d'Édouard, l'insonorisation absolue et angoissante abolissait jusqu'au souvenir du brouhaha parisien. L'air y était dense, presque palpable, saturé par l'effluve riche du cuir pleine fleur, des boiseries en acajou et de la cire d'abeille. Camille s'avança sans un mot. Le bruit lourd et définitif du dossier cartonné qui atterrit sur le bureau massif en marbre vert sonna comme le verrou d'une cellule qui s'enclenche. Édouard ne posa aucune question. Ses doigts, qui frôlaient la lame d'un coupe-papier en argent massif, dont la froideur semblait irradier dans la pièce, s'immobilisèrent. Il ouvrit la chemise, le silence s'étira, majestueux, lent, létal. La véritable violence s'installait dans cette absence de mots, dans le froissement sec des pages imprimées, des bilans falsifiés et des relevés offshore. Lorsqu'il releva les yeux vers sa belle-fille, il n'y avait ni compassion paternelle, ni indignation morale, juste l'évaluation clinique d'une gangrène au sein de son empire. Un regard de reconnaissance mutuelle s'échangea entre eux, dénué de la moindre affection. 2 prédateurs s'accordant sur la nécessité d'abattre une bête malade. La pression sur un interrupteur en laiton suffit. Quelques minutes plus tard, les doubles portes s'ouvrirent. L'assurance mondaine d'Antoine se brisa net à l'instant où il aperçut Camille assise dans un fauteuil club,
d'une immobilité statuaire. Édouard prit la parole. Sa voix était feutrée, à peine un murmure, énumérant les montages luxembourgeois, les détournements, les trahisons filiales. Chaque phrase, prononcée sans élever le ton, dépeçait l'héritier avec la précision d'un scalpel. La panique bégayante d'Antoine envahit l'espace clos. Le tyran domestique qui asphyxiait Camille s'était évaporé, remplacé par un petit garçon apeuré, pathétique, dont le teint avait pris la couleur de la cendre. Ses justifications se brisaient contre le silence de pierre de son père. Du bout de son coupe-papier, le patriarche poussa un épais bloc de documents vers son fils. La cession intégrale de ses parts dans la holding. Sa démission immédiate de tous ses mandats. La restitution unilatérale des parts de la SC1 détenant la Bastide, jointe au papier du divorce. La main d'Antoine tremblait violemment au moment de saisir le stylo qu'on lui tendait. Camille le regardait apposer sa signature, page après page. Elle ne souriait pas. Aucune jubilation vulgaire ne venait altérer la pureté glaciale de l'instant. Elle assistait à l'exécution de son mari avec un mépris parfaitement détaché, observant son effondrement total comme on constate, de loin, la démolition d'un immeuble condamné. Quelques semaines plus tard, le vacarme métallique des pelleteuses n'était plus qu'un lointain souvenir avalé par la vallée du Luberon. Le chantier de destruction avait été stoppé net, figé dans la pierre avant que l'irréparable ne soit achevé. Désormais, les artisans présents sur le domaine répondaient à ses ordres directs, restaurant les murs porteurs, pansant les plaies de la bâtisse avec un mortier traditionnel. La Bastide respirait de nouveau, au rythme lent et organique imposé par sa propriétaire. Camille s'agenouilla au centre de la cour intérieure, à l'endroit exact où les machines avaient commencé à creuser leurs fosses de béton. À la place, un large cratère béant attendait de recevoir la vie. Ses paumes se posèrent sur le tronc massif du jeune olivier centenaire que le tracteur venait de déposer avec précaution. La rugosité de l'écorce noueuse, presque minérale, gratta la paume de ses mains. C'était une morsure sèche, franche et familière, une sensation tactile qui balayait définitivement le contact froid du papier glacé et du marbre parisien pour l'ancrer dans l'instant présent. Elle plongea les mains nues dans la terre. C'était une terre rouge foncé, lourde, d'une fraîcheur humide et dense, qui contrastait avec la chaleur résiduelle des dalles de pierre. Elle la poussa, la tassa fermement autour des racines. La glaise ocre s'incrusta profondément sous ses ongles, désormais coupés à ras, effaçant avec cette saleté noble les derniers vestiges de sa captivité bourgeoise. Elle se releva lentement, essuyant ses mains sur la toile usée de son pantalon. Autour d'elle, le crépuscule étirait les ombres des cyprès sur la façade de chaux clair. Le soleil déclinait derrière les collines, baignant le domaine d'une lumière dorée et apaisée. Le chant régulier, presque hypnotique des cigales, montait de la garrigue, une vibration continue qui ne cherchait plus à agresser les tympans, mais à habiller le silence majestueux de la fin du jour. Un souffle de mistral balaya la cour, charriant avec lui le parfum poivré et entêtant de la lavande sauvage. Dans cette respiration ample du vent, Camille trouva enfin sa propre cadence. L'argent des holdings, les actes notariés, la validation d'un mari ou les salons capitonnés n'étaient que des illusions de pouvoir, des cages fragiles prêtes à voler en éclats au premier coup d'œil lucide. La véritable souveraineté se tenait là, sous la plante de ses pieds, dans cet enracinement absolu et inaliénable.
En regardant les feuilles argentées de l'olivier frissonner dans la lumière du soir, elle ne se sentit plus comme une survivante ayant échappé à son bourreau. Debout, au milieu de sa terre, elle était simplement devenue la maîtresse des lieux. Le lendemain matin apporta une clarté d'une précision chirurgicale. Il restait une dernière formalité matérielle à régler, une anomalie à expurger de l'écosystème de la Bastide. Dans l'aile est, une vaste pièce aux poutres apparentes avait été provisoirement transformée en vestiaire par Antoine lors de ses rares séjours. Camille en franchit le seuil avec la même froideur méthodique qui l'avait animée devant l'écran de l'ordinateur marseillais. L'air y était encore imprégné de son parfum de niche, un assemblage lourd d'oud et de bergamote qui, autrefois, suffisait à déclencher chez elle un réflexe d'apnée. Ce matin-là, ce n'était plus qu'une odeur chimique, une pollution olfactive incongrue et périmée, flottant vainement entre des murs vieux de 3 siècles. Elle déplia une série de cartons de déménagement bas de gamme, de ceux dont le carton ondulé et rêche accroche la pulpe des doigts. Aucune fureur ne guidait ses gestes. Elle ne déchira aucun vêtement au ciseau, ne brisa aucun flacon contre la pierre. L'éradication se devait d'être purement logistique, exempte de la moindre once de mélodrame. Les costumes en laine froide cousus sur mesure, les chemises en popeline immaculées et les pulls en cachemire Loro Piana glissèrent de leurs cintres en bois de cèdre pour s'entasser pêle-mêle au fond des caisses. Le contact de ces étoffes luxueuses, qui constituaient jadis l'armure sociale et prédatrice de son mari, la laissait d'une indifférence absolue. Elle scella chaque boîte d'un geste sec et linéaire. Le crissement aigu et strident du ruban adhésif déchirant le silence de la pièce résonnait comme le tampon final sur un contrat de liquidation. Sur les étiquettes de transport, elle inscrivit au marqueur noir, d'une écriture droite et détachée, l'adresse du modeste appartement de la petite couronne parisienne où Édouard avait relégué son fils déchu. Un transporteur de fret anonyme viendrait récupérer la palette l'après-midi même, traitant ces reliques de la haute bourgeoisie avec la même considération qu'un lot de pièces détachées. En poussant du pied le dernier carton vers le couloir, Camille remarqua un bouton de manchette en argent massif, oublié dans l'interstice du parquet en chêne. Elle l'écrasa du talon sans y prêter plus d'attention, le repoussant sous la plainte. La Bastide était purgée. Elle redescendit vers la cuisine, la respiration ample et régulière. Ses pas résonnaient avec une netteté nouvelle sur les tommettes anciennes, marquant un tempo qui n'appartenait qu'à elle. En allumant la gazinière, elle écouta le léger souffle de la flamme bleue, prête à se préparer un café dont elle seule, désormais, doserait la force et l'amertume. Le liquide sombre glissa dans sa gorge. Fort, presque rugueux, rien à voir avec les expressos, insipides, extraits des machines en aluminium brossé de l'avenue Montaigne. À travers les vitres, aux carreaux inégaux de la cuisine, la cour intérieure s'offrait à la lumière crue de la fin de matinée. Les stigmates du passage des engins de terrassement balafraient encore le sol, de longues tranchées de terre retournées, exposant les entrailles calcaires du domaine. Mais la blessure ne saignait plus. Elle séchait sous le soleil, figée dans une immobilité rassurante. Camille posa la tasse sur l'évier en pierre de cassis et poussa la lourde porte en chêne. La chaleur la frappa immédiatement, sèche, chargée de l'odeur piquante du thym sauvage écrasé et de la poussière soulevée par un vent léger. Le bourdonnement lourd d'un moteur diesel
s'éleva depuis le bas de la colline, brisant la quiétude minérale des lieux. Ce n'était pas le hurlement strident d'une meuleuse ou le vacarme d'une pelleteuse venue éventrer la roche. Un camion-plateau grimpait lentement l'allée bordée de cyprès. À l'arrière, sanglé par d'épaisses courroies jaunes, trônait un olivier. Le pépiniériste manœuvra la grue avec une lenteur précautionneuse. L'arbre fut descendu au centre exact de la cour, à l'endroit précis où les plans d'Antoine prévoyaient de couler la dalle en ciment d'un bassin à débordement. Camille s'approcha de la motte de terre emprisonnée dans sa toile de jute. Elle posa la paume contre le tronc. L'écorce noueuse, grise et profondément crevassée râpa sa peau. C'était un contact dur, sans concession, une matière vivante ayant survécu à des siècles d'intempéries. Un silence dense s'installa lorsque le moteur du camion fut finalement coupé, immédiatement remplacé par la stridulation régulière et hypnotique des premières cigales. Elle s'agenouilla au bord de la large fosse que les artisans avaient creusée à l'aube. Ignorant les gants de jardinage posés sur une pierre voisine, elle plongea ses mains nues dans la terre rouge. La surface brûlait sous le soleil zénithal, mais quelques centimètres plus bas, le sol se révélait incroyablement frais, dense et lourd. La terre argileuse s'immisça sous ses ongles coupés ras, s'incrusta dans les lignes de ses paumes, tachant sa peau d'une pigmentation ocre, impossible à effacer d'un simple lavage. Elle commença à ramener la terre autour des racines de l'arbre. Le geste était répétitif, mécanique, d'une précision chirurgicale. Elle tassa le sol avec une pression méthodique. Chaque poignée de terre repoussée contre l'olivier était un scellé définitif posé sur son identité retrouvée. Il n'y avait plus de sociétés écrans, plus de montages financiers luxembourgeois, plus de contrats rédigés sur du papier glacé. Il n'y avait que la masse inaliénable de ce sol, le poids de la roche et la rugosité du bois. La brise de l'après-midi se leva, charriant un parfum lointain de lavande sauvage, et s'engouffra dans les feuilles argentées. En sentant la terre s'agglomérer sur ses doigts, la sensation de compression thoracique qui l'avait accompagnée durant toutes ces années parisiennes se dissipa totalement. Elle se redressa lentement. Ses genoux accusaient une légère raideur, une douleur sourde et ancrée, infiniment préférable aux tensions nerveuses qui lui vrillaient autrefois les cervicales dans les salons feutrés de l'avenue Montaigne. Elle s'approcha du point d'eau extérieur, un vieux bassin en pierre de taille adossé au mur de la grange. Le robinet en laiton grinça sous sa poigne. L'eau jaillit, glaciale, frappant ses paumes avec une brutalité bienvenue. Elle frotta ses mains l'une contre l'autre. La boue rougeâtre se dilua, formant des filets ocres qui disparurent dans la bonde noircie, mais la terre resta incrustée sous ses ongles. Elle ne chercha pas à l'enlever avec insistance. Cette fine ligne sombre n'était pas une souillure, c'était une signature, la preuve matérielle de sa souveraineté recouvrée. Le clapotis cessa lorsqu'elle referma le robinet. Immédiatement, le chant régulier et hypnotique des cigales reprit possession de l'espace, une pulsation métronomique qui dictait le nouveau rythme de son existence. Elle essuya ses mains sur la toile rêche de son pantalon et tourna son regard vers la façade de la Bastide. Les balafres laissés par les engins de chantier sur la pierre blonde étaient encore visibles. Les arêtes nettes du béton coulé à la hâte juraient avec la patine séculaire des murs porteurs, mais elles ne représentaient plus une menace. Elles s'intégraient désormais à l'histoire du bâtiment comme les strates géologiques d'une tentative d'effraction avortée.
Le soleil déclinait, étirant l'ombre du jeune olivier sur les pavés inégaux de la cour. La lumière du sud, autrefois perçue comme aveuglante lors de son arrivée en fuite, se faisait rasante, dorée, presque tangible. Elle franchit le seuil et pénétra dans la fraîcheur sombre de la cuisine. Sur la grande table en chêne, un dossier en carton gris l'attendait. Il était arrivé le matin même par courrier recommandé. L'enveloppe Kraft avait été ouverte avec la netteté d'une lame bien aiguisée. À l'intérieur reposait l'extrait Kébis actualisé et l'acte notarié confirmant la dissolution définitive de la SCI, ainsi que l'homologation de la convention de divorce. Le papier épais crissa sous ses doigts encore humides. Son nom y figurait désormais seul, en lettres capitales noires, dépouillé de toute particule maritale et de tout associé prédateur. L'encre d'imprimerie exhalait une très légère odeur chimique qui se mêla un instant au parfum du mistral de fin de journée, s'engouffrant par la fenêtre ouverte. Elle parcourut les lignes d'un œil clinique, vérifiant chaque clause, chaque virgule, avec la même rigueur paranoïaque que Luc lui avait enseignée dans la moiteur de l'appartement marseillais. Aucun frisson de triomphe exalté ne la parcourut, aucune larme de soulagement ne brouilla sa vue. C'était un simple constat mathématique. L'équation avait été résolue, la variable toxique expurgée, le bilan comptable et moral rééquilibré. Elle referma le dossier d'un geste précis. Le bruit mat du carton frappant le bois massif résonna dans le silence de la pièce, un point final imposé à la machination parisienne. Antoine n'était plus qu'une archive morte, classée dans un tiroir qu'elle n'ouvrirait plus. Elle s'assit sur la chaise en paille tressée, posa ses avant-bras sur la table et laissa le silence l'envelopper, savourant le vide absolu qu'elle avait méthodiquement creusé autour d'elle pour y faire renaître son propre monde. Dès le lendemain, à l'heure où la brume matinale s'accrochait encore au contrefort du Luberon, le rythme des travaux de restauration reprit, mais selon une partition qu'elle dictait de bout en bout. Les artisans qui franchissaient désormais le portail en fer forgé n'avaient rien à voir avec les sous-traitants anonymes qu'Antoine avait dépêchés pour éventrer le domaine. Ils étaient des gens de la vallée, choisis sur dossier, des spécialistes de la pierre sèche et de la charpente traditionnelle. L'odeur écœurante du gasoil et de l'asphalte chaud avait définitivement disparu, remplacée par le parfum minéral de la chaux vive, de l'eau claire mélangée au sable et de la sciure de bois frais. Camille arpentait l'aile ouest, un mètre ruban métallique à la main. Le bruit sec de la lame d'acier qui se rétractait ponctuait ses vérifications. Les murs porteurs, jadis menacés par les plans d'architectes du complexe hôtelier, étaient en cours d'étaiement. Elle examinait les joints avec une attention chirurgicale, glissant l'ongle de son index sur le mortier pour en tester la densité et le grain. Aucune place n'était laissée à l'approximation. La rénovation de la Bastide n'avait rien d'une entreprise nostalgique. C'était un acte de fortification. Elle colmatait les brèches de son propre domaine, érigeait des murs que plus aucun montage financier ne pourrait faire vaciller. Vers 11 heures, son téléphone portable, posé sur un tréteau recouvert d'une bâche en plastique épais, se mit à vibrer. L'écran afficha un indicatif parisien. Le cabinet d'avocats mandaté par Édouard pour finaliser l'effacement juridique d'Antoine. Elle laissa l'appareil trembler sur le bois brut pendant quelques secondes, observant la danse microscopique de la poussière de calcaire soulevée par les vibrations avant de décrocher. La voix, à l'autre bout, masculine, polissée,
chargé de cette urgence artificielle propre aux affaires de l'avenue Hoche, débita un chapelet de clauses de confidentialité et de renonciation définitive. Camille écoutait, le regard fixé sur un maçon qui ajustait une lauze sur le toit de l'ancienne bergerie. La lumière zénithale du sud écrasait les ombres, rendant chaque contour net, presque agressif. « Madame, il manque votre paraphe sur l'annexe B concernant la dissolution finale de la SCI. Nous avons besoin de la confirmation électronique avant la clôture des bureaux. » Le document a été signé et transmis via le portail crypté à 8 heures ce matin, répondit-elle d'une voix monocorde, sans élever le ton au-dessus du bruit d'une truelle raclant une auge. Le certificat d'horodatage a été généré. Vérifiez vos serveurs. Un silence de quelques secondes flotta sur la ligne, trahissant la vérification hâtive de l'avocat sur son propre écran. En effet, je l'ai. Parfait. Concernant la dernière requête de monsieur, il souhaiterait récupérer certaines correspondances personnelles restées dans la table de nuit de la chambre principale. Les effets de votre client ont été traités conformément à l'inventaire de liquidation que nous avons validé. Il n'y a plus rien ici qui lui appartienne. Elle ne mentionna ni le bûcher de la veille, ni la cendre froide qui se mêlait déjà à la terre du verger. L'anéantissement matériel d'Antoine avait été exécuté avec la même rigueur qu'une saisie d'huissier. « Très bien, madame. Le dossier est donc clos. » Elle raccrocha la première. L'écran noirci refléta un instant le ciel immaculé. Elle glissa le téléphone dans la poche de sa veste de travail en toile épaisse. Ses doigts s'attardèrent sur la rugosité du tissu, un contact franc, utilitaire, dénué de la douceur trompeuse des soieries qu'elle portait autrefois pour les dîners de la belle famille. S'avançant vers le maître d'œuvre, elle désigna une poutre maîtresse qui présentait des signes de fatigue sous le poids de la toiture. Elle exigea, avec le pragmatisme froid d'un auditeur au compte, qu'elle soit remplacée par du chêne massif, indépendamment des délais imposés. L'ancrage exigeait des fondations incorruptibles. Le charpentier acquiesça d'un mouvement sec, sans discuter. La fermeté de son ton ne laissait aucune place à la négociation, une autorité de fait qu'elle maniait désormais sans jamais élever la voix. Elle le quitta pour traverser la cour intérieure, ses bottes de cuir éraflées, soulevant une fine poussière ocre. L'air de l'après-midi commençait à s'épaissir, chargé des effluves de chaux vives et de sève de pin émanant de la scierie mobile installée près des anciennes écuries. Au centre exact de la cour, là où les engins d'Antoine avaient creusé une tranchée destinée à accueillir les canalisations d'un bassin d'agrément en béton ciré, la terre avait été soigneusement déblayée et nivelée. La balafre n'était plus une cicatrice subie, mais une cavité préparée selon une géométrie stricte, encadrée par des cordeaux de maçon tendus à rompre. Camille s'accroupit au bord de l'excavation. L'odeur de la terre retournée, sombre et humide, malgré la chaleur écrasante de la surface, monta vers elle. Elle y plongea la main nue. Le contact de l'humus, frais et granuleux, s'insinua sous ses ongles. Il n'y avait dans ce geste aucune communion romantique, seulement une vérification empirique du taux d'humidité, une évaluation clinique de la viabilité du sol. Un camion à plateau s'engagea lentement dans l'allée des cyprès, le grondement sourd de son moteur diesel couvrant un instant la stridulation mécanique des cigales. À l'arrière, maintenu par de larges sangles industrielles oranges, trônait l'olivier. Ce n'était pas un arbrisseau frêle, calibré pour décorer la terrasse d'un duplex parisien.
C'était un spécimen centenaire, au tronc massif et vrillé, sauvé d'une parcelle condamnée par un terrassement routier. Camille se releva, essuyant machinalement ses paumes contre le tissu de sa veste, y laissant 2 longues traînées brunâtres. Elle regarda l'arbre avancer vers elle, avec la fixité d'un tacticien inspectant une pièce d'artillerie. L'écorce tourmentée, d'un gris presque métallique sous le soleil, racontait des décennies de mistral, de sécheresse et de gel, une résilience silencieuse et brute. Le grutier stabilisa le véhicule sur ses vérins et descendit de la cabine. Un bref échange de regards suffit pour initier la manœuvre. Le bras articulé se déploya dans un sifflement hydraulique aigu, tandis que l'arbre était soulevé dans les airs, projetant une ombre dense et mouvante sur la façade de pierre blonde. Camille s'avança jusqu'à l'extrême limite du trou. Elle n'éprouvait aucune hâte, aucune fébrilité, seulement la certitude mathématique de sa propre restauration. L'arbre descendit lentement vers son nouveau centre de gravité. Le choc sourd de la motte racinaire heurtant le fond de la fosse résonna dans le sol jusqu'à la plante de ses pieds. Un bruit mat, définitif, qui scellait une appropriation que rien ni personne ne pourrait plus contester. Le grutier détacha les sangles épaisses avec des gestes mesurés, laissant la ramure argentée frissonner sous une bourrasque naissante de Mistral. Camille s'agenouilla au bord du cratère. Elle ignora les gants de chantier en cuir qui reposaient sur la margelle de pierre pour plonger ses mains nues dans le monticule de terre arable. La texture de la glèbe, d'un rouge sombre et ferreux, était fraîche, presque humide, un contraste saisissant avec la morsure sèche du soleil de l'après-midi. Elle saisit de larges poignées de cette matière dense qu'elle laissa glisser le long du tronc pour combler les interstices. Les particules rugueuses s'incrustaient sous ses ongles coupés courts, maculant ses phalanges d'une boue sombre. Chaque geste s'inscrivait dans une chorégraphie lente, dénuée de la moindre scorie émotionnelle, obéissant à une nécessité organique et absolue. Elle se laissa glisser à l'intérieur de la fosse pour tasser le substrat autour des racines maîtresses. La paume de sa main droite vint s'appuyer contre la base du tronc pour maintenir son équilibre. La rugosité extrême de l'écorce noueuse égratigna sa peau, une sensation âpre, vivante, qui s'opposait avec une violence silencieuse à la froideur polie des marbres haussmanniens et au papier glacé des statues de la SCI. Cette écorchure végétale n'était pas une agression, mais un scellement. Camille ferma un instant les yeux, absorbant la densité de cette entité centenaire qui avait traversé les décennies de sécheresse sans jamais céder son territoire. Autour d'elle, l'air s'était chargé d'une complexité nouvelle. Le parfum sec de la poussière de calcaire, soulevée par ses bottes, se mêlait à l'effluve camphré de la lavande sauvage que le vent rabattait depuis les collines environnantes. Cette odeur âcre et chaude balayait définitivement les derniers vestiges olfactifs du gasoil et de la destruction mécanique orchestrée par Antoine. En remontant à la surface, elle lissa la terre battue autour du collet de l'olivier avec la semelle de ses chaussures. Le chant régulier, strident et hypnotique d'un cigale qui s'était brièvement tu lors du fonctionnement de la grue, reprit en un crescendo continu, enveloppant la cour d'un mur sonore impénétrable. Il n'y avait là aucune rédemption romantique, aucun épanchement mélodramatique. C'était l'affirmation brutale et implacable d'un écosystème qui reprenait ses droits, une mécanique naturelle dont elle était devenue l'architecte intraitable.
Elle contempla l'arbre, parfaitement aligné dans l'axe de la cour intérieure. Le véritable pouvoir ne résidait ni dans les montages financiers luxembourgeois, ni dans l'approbation d'une lignée de prédateurs parisiens. Il se tenait là, sous la plante de ses pieds, dans cette possession terrienne inaliénable, dans cette certitude physique de s'appartenir enfin totalement. Elle s'accroupit au bord de la fosse. Ses mains, autrefois habituées à la froideur lisse des écrans et au contact stérile des dossiers cartonnés, plongèrent dans le monticule de terre fraîche. La texture était dense, argileuse, d'un rouge sombre que la lumière déclinante rendait presque charnel. Elle ramena la terre vers le tronc avec des gestes lents et réguliers, comblant le vide autour des racines. L'humidité de l'humus lui glaçait agréablement la peau, s'incrustant profondément sous ses ongles coupés courts. Chaque poignée de terre tassée autour de la base de l'arbre constituait un sceau silencieux apposé sur son indépendance. Le vent se leva en fin de journée. Le Mistral, encore léger mais déjà chargé de la rudesse du relief environnant, balaya la cour intérieure. Il portait avec lui le parfum sec et entêtant de la lavande sauvage et de la rocaille chauffée à blanc, balayant les dernières stagnations de l'air. Camille se releva, essuyant machinalement ses paumes sur le tissu épais de son pantalon de travail. Elle avança la main vers le tronc de l'olivier. L'écorce noueuse, grise et profondément sillonnée par les décennies, râpa la pulpe de ses doigts. Elle s'attarda sur cette solidité rugueuse, silencieuse et inébranlable, y puisant un mimétisme absolu. Elle fit quelques pas en arrière pour évaluer l'équilibre de l'ensemble. La cour avait retrouvé ses proportions originelles, libérée de la géométrie agressive des pelleteuses. Les graviers clairs crissaient doucement sous le cuir de ses bottes, un son net qui cadençait sa marche sans la précipiter. Autour d'elle, la campagne provençale basculait lentement dans le soir. Il n'y avait plus de bruit de meuleuse, plus d'odeur écœurante de gasoil, plus de cadences infernales dictées depuis un bureau vitré parisien. Seulement le bruissement métallique des feuilles argentées sous la poussée du vent. Elle se dirigea vers le bassin de pierre, adossé au mur nord, et tourna le lourd robinet de laiton oxydé. L'eau de source, glacée et limpide, jaillit avec force. Elle y passa ses mains, frottant longuement la terre rouge. Le contraste entre le froid mordant du liquide et la chaleur résiduelle des pierres environnantes la ramena à des sensations primaires, strictement physiques. Elle ne regardait plus en arrière. Le passé, avec ses humiliations feutrées et ses violences en col blanc, s'était définitivement dissous dans l'acide de sa propre méthode. L'amputation avait été menée avec une précision clinique, et la plaie, exposée à l'air libre de la garrigue, était désormais parfaitement propre. Elle essuya ses paumes contre la toile épaisse de son pantalon de travail, un geste simple, utilitaire, dénué de la moindre affectation. Le soleil entamait sa lente descente derrière les crêtes calcaires des collines environnantes, modifiant imperceptiblement la géométrie de la cour. Les ombres des cyprès s'étiraient sur la façade restaurée, soulignant les irrégularités de la pierre ancienne que les sous-traitants d'Antoine avaient failli recouvrir d'un enduit standardisé. L'air perdait de sa morsure brûlante pour s'adoucir, tandis que le chant des cigales, d'abord strident et chaotique au zénith, adoptait à l'approche du crépuscule un rythme plus lent, une pulsation hypnotique et régulière qui semblait dicter la respiration même du domaine. Le Mistral de fin de journée commença à se lever discrètement, balayant la poussière résiduelle du chantier
pour la repousser au-delà des murs d'enceinte. Il charriait avec lui le parfum sec et camphré de la lavande sauvage qui poussait en contrebas, une odeur âpre qui venait chasser les derniers fantômes olfactifs de son ancienne vie, ceux des cuirs luxueux et de l'air conditionné des berlines allemandes. Camille avança d'un pas lent et mesuré vers le centre de la cour, s'arrêtant devant le jeune olivier centenaire. Elle posa de nouveau le plat de sa main contre le tronc. La rugosité de l'écorce noueuse, parcourue de sillons profonds, sculptés par des décennies de sécheresse, épousait la ligne de ses doigts. Une solidité absolue, immobile, sourde aux fluctuations des marchés financiers et aux luttes d'ego de la bourgeoisie d'affaires. Contrairement au statut de la SCIC, imprimé sur du papier glacé, ou aux promesses murmurées dans la pénombre d'une chambre haussmannienne, cette présence ne pouvait être ni falsifiée, ni liquidée, ni révoquée. Son regard embrassa l'ensemble de la bâtisse. Elle n'y voyait plus un refuge de fortune pour une femme en fuite, ni le théâtre d'une guerre d'usure. La bâtisse se dressait devant elle, massive et silencieuse, indifférente aux vanités parisiennes dont elle venait de triompher. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons de cet air chargé d'essence minérale et végétale. Le domaine lui appartenait, non pas en vertu d'un montage juridique complexe, validé par un cabinet du 8e arrondissement, mais par son propre ancrage, par le sang, l'intelligence froide et cette terre rouge foncée, fraîche et humide, dont elle sentait encore la trace sous ses ongles coupés courts. Chaque respiration, longue et ample, scellait son règne définitif sur ce périmètre où plus aucun homme ne viendrait lui dicter sa valeur. Le Mistral s'était levé avec la fin du jour, un souffle régulier qui balayait la cour intérieure en soulevant d'infimes tourbillons de poussière ocre. Il portait jusqu'à elle le parfum sec de la lavande sauvage, âpre et entêtant, glissant sur les pierres tièdes de la façade. Camille avança la main pour effleurer une dernière fois le jeune olivier centenaire. La rugosité de l'écorce noueuse sous ses paumes n'était pas une simple texture, c'était le contact d'une vérité immuable, une matière vivante qui accrochait la peau sans la blesser, à 1000 lieues de la froideur stérile des coupes-papiers en argent et des parquets en point de Hongrie. Autour d'elle, le crépuscule s'installait avec une lenteur majestueuse, tandis que le chant régulier et hypnotique des cigales tissait une toile sonore dense, noyant définitivement l'écho des machineries destructrices et des mots empoisonnés d'Antoine. Elle laissa ses bras retomber le long de son corps, sentant la fatigue musculaire d'une journée de labeur se dissoudre dans une quiétude absolue. L'ombre des murs s'allongeait sur la terre rouge, redessinant les contours de son territoire. Camille se tourna vers la porte d'entrée massive, laissée grande ouverte sur l'intérieur de la maison qui l'attendait. Elle s'avança d'un pas lent et ancré, le bruit de ses semelles résonnant avec une assurance nouvelle sur les dalles inégales du seuil. En franchissant l'encadrement de pierre, elle ne jeta pas un seul regard en arrière vers Paris, ni vers l'Empire en ruine qu'elle y avait laissé, sachant avec une lucidité totale que sa véritable puissance venait de prendre racine ici, dans le silence de cette nuit provençale qui lui appartenait tout entière.